Bonjour à toutes et tous. Bien, il est juste un peu plus de 14 heures. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire que nous organisons chez Des Anges et des Hommes sur un sujet central aux enjeux de la transition que nous sommes ravis de vous aider à découvrir, donc sur le thème des comptabilités socio-environnementales comme levier de la transformation des modèles d'affaires. Alors, en fait, vous êtes probablement familier et familière avec le principe des webinaires sur Zoom. Vous aurez tout au long de la présentation l'opportunité de poser vos questions ou de commenter en utilisant dans la barre d'outils noire le petit onglet, le petit icône conversation. On prendra note au fur et à mesure de vos questions, ce qui permettra à la fin de cet échange, enfin de cette présentation, une quarantaine, 45 minutes maximum, de répondre à vos questions. Mais tout d'abord, je vais me présenter brièvement, ce qui n'est pas très poli, mais ça laissera plus de temps à nos hôtes de se présenter. Donc, Dorothée Brouez et Florent Coureau de Tech for Life, chez Des Enjeux et des Hommes, donc cabinet spécialisé dans le conseil en RSE et stratégie RSE. Je suis en charge du pôle raison d'être et société à mission. Et donc, je passe la parole à Dorothée et Florent pour présenter Tech for Life, avant de rentrer dans le vif du sujet de notre webinaire. À toi, Dorothée. Alors, merci Sylvie de nous accueillir dans vos rendez-vous très prisés. Merci d'avoir organisé cette occasion pour parler d'un sujet absolument essentiel. Je vais effectivement évoquer Tech for Life rapidement parce que Tech for Life est né pratiquement dans la comptabilité écologique, pour la comptabilité écologique, dans la perspective de refonder un nouveau régime économique. Très rapidement, et après je donnerai la parole à Florent, nous avons été sensibilisés à ce sujet-là par Alexandre Rambaud, il y a 5 ans, à la création de Tech for Life. Et pour moi, qui avais cherché depuis des années la prise, si vous voulez, sur comment protéger les communs, j'ai enfin trouvé là le sujet qui peut être pris au sérieux par les dirigeants. C'est-à-dire non pas quelque chose qui va permettre de raconter l'histoire, d'améliorer un petit peu à la marge les choses, mais de mettre au cœur de l'entreprise une vigilance, un système de rétroviseur pour considérer non seulement les flux financiers, mais les flux liés à deux capitaux facteurs de production tout aussi importants que l'argent, le capital naturel et le capital social et humain. Comme l'a dit très clairement Corinne Lepage en février 2019 à l'Assemblée nationale, événement organisé par Hervé Bébaud, Alexandre Rambaud, tout le réseau de la chaire comptabilité écologique, la comptabilité est borgne. Et donc, cette comptabilité, elle ne voit aujourd'hui que les flux financiers, comme je l'ai dit. Alors, je ne sais pas si je continue On va ma peut-être présentation. laisser Florence présenter, et puis je vous Oui, poserai quelques questions après pour… voilà, donc c'est voilà. ça, parce que je suis déjà dans la présentation du sujet. Pardon. Oui, Florent. c'était très intéressant. Merci, Dorothée. Moi, je suis Florent, je dirige Tech for Life depuis peu. Je travaille depuis à peu près 1 an avec Dorothée maintenant. Je viens passer de dirigeant, tout simplement, direction financière, direction de projet de transformation, direction générale. Et je suis passé par un cabinet d'audit de loi de consulting. Et puis, voilà, école de commerce. Je ne suis pas expert comptable, mais j'ai redécouvert un fort intérêt pour la comptabilité quand elle se place justement en soutien de la transition, ce dont nous allons parler aujourd'hui. Merci. Alors je vais vous poser une série de questions sûrement de néophytes, notamment de la part de quelqu'un. Moi aussi, j'ai fait une école de commerce, mais alors j'étais vraiment cancre en comptabilité. Ça me semblait quelque chose de très abscon et compliqué. Alors, pourquoi diable refondre le système comptable, finalement, et qu'est-ce que ça va changer dans l'entreprise et au global dans l'économie? Voilà, c'est un petit peu ce sur quoi je partais effectivement il y a quelques minutes.
notre comptabilité, aujourd'hui, ne voit pas l'ensemble du paysage lié à la production. Quand on produit, on ne produit pas avec de l'argent, on produit avec des matières premières, on produit avec de l'énergie, et ces différentes ressources, elles ne sont pas surabondantes, elles sont abondantes, mais elles sont limitées, comme on l'apprend de manière assez brutale aujourd'hui, à force de ne pas écouter les alertes des années 70 et du Club de Rome. Et on a organisé la comptabilité jusqu'à maintenant sans tenir compte, dans une sorte de négligence des facteurs de production que sont, comme je le disais, le vivant et l'humain et le social. Et donc cet iceberg que vous avez devant les yeux traduit cette idée que la mission de la comptabilité, qui est de donner une image fidèle de l'activité de l'entreprise, n'est pas remplie. C'est assez grave de le dire, et c'est d'ailleurs pour cela qu'à Tech for Life, on a trouvé important de mettre en scène cette discordance majeure, cette espèce de bug de l'économie, dans un tribunal pour les générations futures que nous avons organisé en septembre 2019, avec Jacques Richard, qui devait rendre des comptes sur pourquoi ce problème et pourquoi il propose une autre méthode. Alors, la comptabilité, ce qui est primordial pour elle, c'est de refléter la réalité de l'entreprise, et elle doit être fiable et permettre des comparabilités entre les entreprises plus ou moins performantes. Ah, un mot très important, performance, mais performance de quoi? Est-ce que c'est la performance financière, la performance, le rendement, ou est-ce qu'on va tenir compte dans cette performance de la, la, la prise en compte, est-ce qu'on va tenir compte de l'effet sur l'environnement et sur le prix à payer, si je puis dire, du point de vue environnemental et social? Eh bien non. En fait, ce qui nous occupe avec la comptabilité classique, c'est de permettre de vérifier la solvabilité de l'entreprise sur le court terme. Le défi qui nous amène aujourd'hui, et c'est important de le dire d'ores et déjà, c'est un défi et c'est quelque chose qui est à construire. Ça n'est pas, on n'a pas toutes les données sur un plateau pour faire cette nouvelle comptabilité dont on va vous parler. Mais le défi, c'est de relier l'entreprise à sa réalité physique, c'est-à-dire le dessous de l'iceberg, c'est-à-dire les conditions même de la production. On voit bien que s'il y a de la sécheresse, eh bien, l'agriculture va plus pouvoir avoir le même rendement. Vous voyez comme les entreprises ont peur du changement climatique avec les risques inhérents, et les assureurs aussi s'inquiètent et disent même qu'ils ne pourront pas assurer un monde à plus 4 degrés. Donc, le sujet, c'est de permettre, avec cette comptabilité socio-environnementale, de rendre compte des dégradations produites par l'activité de l'entreprise, ou au contraire de sa contribution, parce que ça n'est pas forcément que négatif. On a des entreprises qui peuvent apporter un soutien, au contraire, à l'environnement. On voit très bien que l'agriculture régénératrice n'a rien à voir avec les modes intensifs de l'agriculture actuelle. Et le but qui est visé, c'est celui du développement durable, mais dans les chiffres, c'est-à-dire rendre compte de la soutenabilité. Pourquoi aujourd'hui on pense que c'est un horizon qui est crédible? C'est parce qu'il y a une réglementation européenne qui vient étayer ce sujet-là, sinon on parlerait dans le vide, hein. Parce que Jacques Richard a publié son livre en 2012, parce que Hervé Gbebo publie actuellement ces jours-ci un nouveau livre sur ces sujets-là, compta durable, avec la vidéo chez Xerfi qu'il vient de faire. Et donc le sujet très important va être de comment on va pouvoir être capable d'intégrer les coûts environnementaux de la production
donc la valeur des impacts à réparer ou à éviter, c'est-à-dire en fait comment on rend compte de la chaîne de valeur et est-ce qu'on produit de la valeur pour qui, pourquoi et en tenant compte des supports de production. Tout ça dans un horizon qui est d'assurer la viabilité de l'entreprise sur le long terme. J'en termine juste par le fait que, évidemment, quand on fait ce travail qui est un système de comptage de la valeur créée, on est dans une démarche éminemment politique. On n'est pas dans quelque chose d'automatique. Il y a des normes qui sont des choix collectifs. Donc, c'est donc à construire par rapport à notre volonté d'assumer collectivement le maintien de la résilience des écosystèmes et donc, dans une idée donc d'attention à l'avenir au long terme, et c'est pour ça qu'on est véritablement sur un mode, un horizon qui est un shift radical entre l'économie actuelle et l'économie à venir, si l'on veut bien aller jusqu'au bout du processus politique actuel au niveau européen, qui va directement vers de nouvelles comptabilités, mais il faudra passer par le filtre de la normalisation, ce qui est un challenge important. Vous savez, les conflits qui opèrent aujourd'hui entre les visions européennes de l'EFRAG et les visions américaines ou anglo-saxonnes de l'ISSB. Merci Dorothée. Je crois que Florent a quelques éléments en complément à ce que tu viens d'expliquer autour justement des repères historiques du développement de la comptabilité justement. Comment on est arrivé à la situation d'aujourd'hui? Oui, alors tout à fait. Moi, je vais redire la même chose que Dorothée, c'est-à-dire pourquoi refondre la comptabilité pour reconnecter l'entreprise et l'économie au vivant. Et je pense qu'on assiste aujourd'hui à un grand reflux qui est très attendu et très nécessaire. C'est le reflux d'une économie hors sol qui cherche à se reconnecter. Et donc, on voit que depuis John Locke, je pense que c'est un moment important au XVIIe siècle, et puis les Lumières après, notre économie fonctionne sur un modèle très extractiviste. Je pioche parmi des ressources naturelles, je transforme et je calcule mes coûts à hauteur de mes efforts de transformation. Et ensuite, je mets ça sur le marché. Et si les gens achètent au-dessus de mes coûts, c'est super, j'ai gagné. Je voudrais prendre un exemple tout bête là-dessus pour montrer que c'est le travail qui assure la propriété. C'est ces colons américains. Imaginez un bateau qui arrive d'Irlande sur la côte est-américaine au milieu du 19e ou du 20e siècle. Eh bien, les colons, au 19e, on allait leur donner un lopin de terre au milieu du Midwest. Ils y allaient, ils le travaillaient. Et par leur travail, ils mettaient en valeur ce lopin de terre et c'était à eux. C'était le début de la propriété, le début du cycle économique, si vous voulez. Alors, aujourd'hui, on se rend compte de deux choses, je crois. D'abord, que les ressources naturelles ne sont pas illimitées. Donc, la conquête de l'Ouest, il y a un moment, elle s'est finie. On a touché le Pacifique, pour prendre mon exemple. Mais voilà, ça, c'est quelque chose. Il n'y en a pas forcément tant qu'on veut. Il ne s'agit pas uniquement de transformer. L'accès aux matières premières, à l'énergie, comme l'a dit à Dorothée, est quelque chose qu'il faut surveiller. En fait, ce n'est pas illimité. Et la deuxième chose, c'est que nous n'avons pas conscience de tous les liens au sein du vivant que nous dégradons, souvent sans le savoir, ou pire, pensant bien faire. Par exemple, aujourd'hui, on suit bien le carbone, c'est vraiment, il y a une métrique, il y a une valeur tutélaire qui a dépassé les 100 € le mois dernier, ou il y a 2 mois pour la première fois, super, mais il y a des projets pour le carbone qui abîment la biodiversité, par exemple. Donc, ces deux choses qu'on comprend, eh bien, pour moi, la comptabilité peut aider sur ces deux choses-là. Alors, la première, c'est au sujet des limites. Eh bien, la comptabilité, depuis toujours, elle encourage la sobriété et elle peut s'inscrire dans des limites. On parle de limites planétaires beaucoup. Voilà un exemple du donut. Eh bien, les comptables, depuis longtemps, ils suivent les limites budgétaires, si vous voulez. C'est vraiment un peu la même logique. On ne peut pas dépenser 14 millions quand on est au marketing des enjeux des hommes. Enfin, je ne connais pas votre budget marketing, mais voilà. Bon, eh bien, donc, en fait, cette première chose, je dirais que la sobriété, le contrôle, l'encadrement de l'activité et des dépenses, c'est quelque chose qui est natif à la comptabilité, vraiment. D'ailleurs, on pourrait presque dire que la comptabilité publique se limite presque à ça, le contrôle des coûts de l'usage de l'argent du contribuable. Mais restons sur la comptabilité privée. Et donc, le deuxième sujet, c'est que pour intégrer des enjeux non financiers à la gestion de la performance,
eh bien, là, il y a tout à fait moyen d'utiliser la comptabilité. Alors, je reviens à la comptabilité partie double qui a été inventée au XVe siècle et qui a posé la notion de redevabilité, c'est-à-dire que vous aviez des familles italiennes de marchands qui envoyaient des caravaniers chercher des épices ou des choses comme ça en Orient et on donnait un billet à ordre, c'est-à-dire que l'actionnaire confiait des capitaux à un entrepreneur qui allait mener sa mission. Et ces capitaux, ils pouvaient prendre des modèles papier, si vous voulez. Et là, on a eu tout le développement florissant de la Renaissance, puis de l'économie. Voilà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a été vraiment très loin dans les années 80 avec un Friedman qui disait qu'on n'a que l'actionnaire, c'est tout. Alors, si on lui disait, les clients, c'est important aussi, il disait, ben non, si vous ne prenez pas garde à vos clients, vos ventes vont s'effondrer, vous n'allez pas plaire à l'actionnaire. Donc, il n'y a qu'une finalité de l'entreprise, c'est l'actionnaire. Et ben aujourd'hui, on se dit que non, il faudrait qu'on utilise la redevabilité entre l'entrepreneur et son actionnaire sur un autre schéma qui est l'entrepreneur et l'environnement naturel, et encore un autre schéma qui est l'entrepreneur et l'environnement social. Et la comptabilité, c'est quand même un outil extraordinaire pour assurer cette redevabilité. Quand vous regardez un bilan, vous voyez parfaitement comment l'entrepreneur a, à travers les années, fait fructifier les capitaux financiers qui nous ont été confiés. Et ben, on voudrait répliquer ça dans deux autres domaines qui sont l'environnement et la société. Alors, merci de ces éclairages, Dorothée et Florent. C'est vrai qu'on commence à aborder un peu le sujet. Je me permets de poser une deuxième question en lien avec une qui nous a été partagée par Caroline Vollet. Donc, en tant que chef d'entreprise, elle adhérait à cette vision, mais que ses banquiers n'étaient pas encore totalement acculturés. Ils voyaient son entreprise qu'à travers le bilan comptable. Donc, en gros, en quoi cette nouvelle approche comptable va contribuer à accélérer la transition? Et est-ce que la transformation des entreprises doit nécessairement passer par l'évolution du langage comptable et donc le changement des habitudes, notamment les banquiers? Alors, est-ce qu'on peut peut-être avancer de 2 slides jusqu'à celle de la soutenabilité forte? Ouais. Voilà. Avant de répondre à ta question, je voudrais juste commenter ça rapidement, hein. Ça illustre les redevabilités dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une vision qui dit l'économie, bon, elle fonctionne, c'est vrai qu'elle a des petits liens avec la société, parce qu'il y a une loi, parce qu'on est obligé d'embaucher, par exemple, un certain nombre de personnes à handicap. Donc, voilà, il y a une petite zone de recoupement. Mais en gros, l'économie, elle est autonome, elle vit sa vie. Et à côté, il y a l'environnement, on va dans la forêt le week-end et on regarde les petits oiseaux. Eh bien, ce qu'on propose en soutenabilité forte, ce que vous voyez à droite sur ce dessin, c'est de placer l'économie au sein de la société des hommes, qui est elle-même au sein du monde vivant au sens large, hein, de l'environnement même, parce qu'il n'y a pas que le monde vivant. Et bien, là, vous voyez bien la redevabilité. Alors maintenant, comment concrètement, eh bien, il y a aujourd'hui des méthodes de comptabilité qui émergent et on peut vous en présenter. Voilà, ça c'est le rapport de l'APESA, hein, qui a été fait. Peut-être qu'on pourra vous mettre le lien si vous voulez. Il commence à dater un petit peu, mais il est très détaillé, très intéressant, qui a été fait par Louis Dupuis, qui est un des partenaires de Tech for Life, voilà, et qui participe à la formation dont on parlera tout à l'heure. Et donc, il y a diverses méthodes, hein. Il y a la méthode CARE qui est peut-être la plus puissamment implantée, on va dire, à la fois du point de vue de la recherche et du point de vue des mises en œuvre. Il y a une autre méthode qui s'appelle LIFS, qui est plus fondée sur les limites planétaires. Et on a également la comptabilité universelle, il y a également Goodwill Management. Voilà, donc j'invite les participants du webinaire, s'ils le souhaitent, à regarder un petit peu ce rapport APESA qui va vous présenter les différentes méthodes. Et il y a également un rapport très récent qui est sorti il y a un mois que j'ai trouvé très intéressant, qui fait que 40 pages, donc il est plus facile à lire, qui est un rapport de CDC Biodiversité, la Caisse des dépôts et consignations, et qui, j'ai trouvé, était très éclairant, hein. Donc je recommande beaucoup ce rapport. Alors, attention, ces méthodes, elles sont très, très complexes, hein. C'est vraiment toute une nouvelle représentation et elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Et on a des gens qui connaissent très, très bien ces méthodes, comme Louis Dupuis, Nicolas Antôme, qui est professeur à l'Université de Nantes et qui a contribué à la création de l'IFT, ainsi qu'à un certain nombre de normes de reporting, hein, des gens vraiment de carrure nationale sur ces sujets de comptabilité socio-environnementale. Alors, elles ont toutes des avantages et des inconvénients.
Quand on fait notre formation Tech for Life, on les balaye un petit peu, on essaie de se demander lesquels font surtout du compte de résultat et d'autres font à la fois du compte de résultat et du bilan, par exemple. Il y a des arbitrages à faire entre la facilité d'explication d'une méthode et la puissance de transformation du modèle d'affaires, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont très puissantes mais très lourdes à installer, alors qu'il y en a d'autres qui seront très légères, mais en même temps qui auront peut-être une certaine limite dans leur capacité de transformation. Et puis, la dernière aussi, c'est en accessibilité. Financièrement et dans le temps, il y en a qui seront beaucoup plus accessibles que d'autres, hein. Alors, nous, on connaît des dizaines de retours d'expérience de ces types de méthodes. Donc, ça commence assez tôt, ça commence à la fin des années 2000, figurez-vous. Il y a McDo et Puma, par exemple, ou la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole. Eh bien, j'ai interviewé quelqu'un hier, il l'a fait dans les années 2000, hein. 2009, je crois, ils ont commencé, ils ont mis en place une comptabilité socio-environnementale. Il y a Kering qui a avancé sur une méthode propre, hein, de ePNL, que certains connaissent dans la salle, je pense, hein. Il y a Danone qui a fait également des systèmes propriétaires. Il y a Auchan qui a mis en place CARE. Il y a les fermes d'avenir, CARE aussi. ENAF, la société de pâté bretonne du Finistère, est partie sur la méthode d'Alan Fustek qui s'appelle Goodwill. Voilà, donc il y a des exemples. Alors, je peux vous donner 3 exemples rapides, hein. Il y a Janus, qui est une toute petite société qui l'a mise en place et ça marche. Alors, je commence par celui-là. Ils n'ont mis que 15 000 €, c'est une PME. Ils l'ont mis, ça marche. Le leader, le dirigeant, je vais le faire intervenir à la prochaine formation. D'ailleurs, j'ai trouvé ce qu'il disait excellent. Michel Meunier, il a mis 15 000 €. Aujourd'hui, il est capable de vous dire la part de son chiffre d'affaires qui est redevable de son positionnement. Et il est capable de vous montrer ses impacts environnementaux et sociaux pour une petite entreprise du bâtiment, avec quand même beaucoup de consommables, hein. Et donc, voilà, lui, il l'a fait sur l'ensemble de son périmètre. Il y en a d'autres, Yves Rocher, par exemple, ils ont commencé, mais ils ont été un peu arrêtés au milieu parce que c'était très lent. Et puis, ils sont pris par des projets de reporting, hein, taxonomie, CSRD qui prépare activement. Et donc, ils doivent attendre 1 an et demi. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont reprendre ce chantier immense et ils ne voient pas aujourd'hui le bout du tunnel, quand est-ce qu'ils vont déployer tout le groupe. Vous voyez ? Voilà. Alors, dans la finance, pour répondre à la question, et mes banquiers, eh bien oui, il y a évidemment toute une réorientation des investissements qui va se faire, parce que si on mesure les externalités, on va se rendre compte qu'il y a des sociétés qui sont en faillite écologique. La compta, c'est que si jamais je vous ai prêté 1 million et que vous perdez 200 000 par an, au bout de 3 ans, je vais vous dire, on arrête là les dégâts. Et la loi vous impose d'arrêter les dégâts. Le dirigeant doit aller signaler que son business, ça ne marche plus là, ça ne va plus. Eh bien, on peut imaginer, mais on n'y est pas, hein, on peut imaginer une faillite écologique et avec un seuil au-delà duquel on dit on arrête les dégâts, on s'arrête là. Bon, eh bien, les financiers aujourd'hui ont beaucoup d'actifs qui, quand on regarde à long terme, seront sans doute en faillite écologique si on fait tourner ces modèles de coûts. Donc, il y a une grosse inertie à la reclassification d'un certain nombre de leurs investissements. Alors, un exemple est facile à comprendre, c'est les usines de charbon en Europe, hein. Celui qu'on a dans son portefeuille, il ferait bien de s'en débarrasser rapidement parce qu'il y a quand même pas mal de pays qui proclament la sortie du charbon. Ça, c'est facile, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas vraiment bruns, mais plutôt gris. Et donc, la classification des actifs est quelque chose de très important. Alors, Dorothée l'a mentionné tout à l'heure, il y a des autorités comme l'ANC, les FRAG, mais aussi l'Ordre des experts comptables, la compagnie des commissaires aux comptes qui s'intéressent à cette émergence de nouvelles comptabilités d'entreprises pour qu'elles viennent rejoindre la finance de marché. En fait, aujourd'hui, c'est 2 mondes un peu différents, mais notre conviction est que dans quelques années, ils vont se rejoindre. Et plus on aura développé des entreprises, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entreprises dans les participants de ce webinaire, et tant mieux, les entreprises qui vont essayer de s'équiper, mais si c'est encore un vaste chantier de comptabilité socio-environnementale, plutôt que d'attendre que le reporting descende jusqu'à elles et les écrase comme un marteau-pilon, excusez-moi pour l'image, mais il peut y avoir de ça, eh bien, plus la rencontre se fera de manière médiane, j'ai envie de dire, plus elle sera efficace, je pense. Voilà. Alors justement, pour continuer, c'est vrai que voilà, il y a des profils, comme tu le mentionnais, Florent, très divers dans notre audience aujourd'hui. Merci d'ailleurs à vous d'être aussi nombreuses et nombreux. C'est vrai que tu évoquais le fait qu'il y avait différentes approches actuellement en cours de mise en œuvre pour adopter, enfin en tout cas explorer ces nouveaux modèles comptables. Mais en fait, pour les néophytes, il y a aussi parfois la question de mais comment on s'y prend? Enfin, est-ce qu'on peut vraiment monétariser
généralisé, la nature, le climat, la biodiversité, l'humain. Comment s'y prend-on concrètement? Peut-être que ça te donne l'occasion de rentrer, sans trop dévoiler les choses, sur les différentes approches qui sont Oui. sur la table aujourd'hui. Alors, Sylvie, c'est une question vraiment très difficile que celle de Ouais. la monétarisation, monétisation, on peut lire les deux. Moi, je ne vais pas répondre d'une manière tranchée, c'est vraiment une question difficile. Il y a des experts, par exemple, d'une des méthodes qui ont dit on va travailler encore 1 an sur la monétarisation et on revient vers vous l'année prochaine. Et ça, c'est toute une chaire qui est située à Nantes, en l'occurrence. Donc, c'est une question très, très difficile. Il y a plusieurs manières de monétariser. Il y a le coût des dommages, par exemple, quand tu as une marée noire et que les coûts de dépollution des plages en Bretagne, tout ce coût-là, ça, tu monétarises des externalités. Il y a des coûts évités. Si j'investis ça aujourd'hui et que ça pollue moins chaque année, je vais avoir une sorte de payback sur mon investissement en termes d'externalités. Et puis, tu as également de la propension à payer. Alors ça, c'est très développé sur le continent américain, au Canada, notamment en France, on ne le fait pas tellement. Il faut envoyer des questionnaires à tout le monde en disant la forêt de Fontainebleau, en magnifique état, vous payeriez combien pour aller la visiter? 40, 30 euros, 22 euros. Et là, vous faites des moyennes et vous chiffrez la valeur écosystémique de la forêt de Fontainebleau. C'est une méthode pas évidente. Alors, il faut prendre des hypothèses, des conventions. Alors, il y a des gens qui disent, puisqu'il y a des conventions, ce n'est pas vrai. Mais c'est complètement faux. La comptabilité a toujours fait l'objet de conventions, mais toujours, toujours. Il y a aussi des gens pour vous dire, dès que c'est intangible et que je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le comptabiliser. C'est également complètement faux. Ça a été longtemps la croyance, mais aujourd'hui, vous regardez le bilan d'LVMH, vous voyez des marques qui sont valorisées. En tant que marque, c'est quoi Louis Vuitton? C'est une marque. Donc, on sait valoriser des intangibles. Ça me paraît évident. Alors, voilà, ce que je réponds sur la valorisation, c'est que c'est un sujet très expert qui est souvent un frein. On avance assez bien vers la monétarisation des enjeux climatiques avec les gaz à effet de serre, donc la valeur tutélaire du carbone dont je parlais tout à l'heure. Il y en a un qui est beaucoup plus compliqué, c'est la biodiversité. Il y a la CDC Biodiversité dont je parlais tout à l'heure qui a sorti un indice qui se mesure en hectares, Global Biodiversity Score. Et si on vous donne par exemple 4 hectares, ça veut dire que vous avez bousillé totalement 4 hectares en termes de biodiversité, ou que vous avez bousillé la moitié de la biodiversité sur 8 hectares, ou bien 10% sur 40, je vous laisse voir. Mais donc, ils arrivent à essentialiser, parce que une des vertus de la comptabilité, c'est quand même de synthétiser les choses. Vous avez des stocks avec des matières complètement différentes, des boulons, des barres et des pare-chocs, et vous avez un montant de stock. Ça, c'est la compta. Et c'est quand même une des vertus importantes, parce que la complexité des mesures d'impact aujourd'hui fait qu'on a, je crois, besoin d'une synthèse. Voilà. Alors, je pense qu'une des raisons de l'engouement pour le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues que voilà, on est là sur un outil incontournable et voilà, très, très, très prometteur sur la façon d'assurer et de comptabiliser ce qui compte vraiment et de mettre en parallèle ceux qui comptent bien et ceux qui comptent moins bien, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'on est sûrement beaucoup à se poser la question de pour quand? Tu nous partageais, Florent, un certain nombre d'expérimentations je dirais assez poussées qui ont été menées, mais est-ce que c'est applicable à tout type d'organisation et quand est-ce qu'on peut espérer voir l'émergence généralisée? Alors, ce n'est plus une émergence, vraiment plutôt la diffusion de ce nouveau système, de ces nouvelles approches. C'est une question qui m'excite énormément, Sylvie, mais c'est une drôle d'excitation qui est dans le vague. Bon, d'abord, elle est sur fond d'urgence, parce qu'il serait temps quand même de réformer notre système économique pour que justement des sociétés en faillite écologique soient incapables d'opérer, qu'on dise stop. Ça serait quand même pas mal. Donc, ça crée une forme de nervosité par rapport à ça. Et puis, il y a également la complexité de ce sujet-là qui fait qu'il faut prendre des hypothèses en se demandant quand est-ce que ça va arriver. C'est, j'en suis convaincu, des années avant qu'il y ait une norme comptable unifiée, comme les normes IFRS par exemple, ou la comptabilité française, le PCG, qui ait des normes au moins posées, pas encore déployées dans toute l'économie, mais qui soient publiées, qui soient édictées.
Ça, c'est des années. Si tu veux mon avis, moi, je mets à peu près 8 ans à partir de maintenant, on va dire entre 5 et 10 ans. Hier, j'étais avec quelqu'un qui me disait pas avant 2040, qui connaissait à peu près son sujet. C'est très inertiel parce qu'il y a la finance de marché dont on a parlé, il y a tout le monde des assureurs hein, qui, vous le savez, encaissent les primes et ne paient les sinistres que bien après quand ça arrive. Donc, ils sont assis sur un trésor. Et ce trésor, il est malheureusement investi dans des industries complètement hétéroclites et du passé. Et le renouvellement de leur stock d'investissement pour une plus grande sélectivité sur des critères environnementaux, donc là, c'est les mêmes calculs que ce qu'on a montré tout à l'heure, c'est-à-dire cette boîte-là, quel est son résultat environnemental, c'est très inertiel. Voilà. Moi, ce que je voudrais peut-être proposer, c'est ce qu'a dit un partenaire du cabinet RSM, un cabinet d'audit qui est expert comptable et commissaire aux comptes. Et qu'est-ce qu'il a dit il faisait une intervention à un forum d'investisseurs et il a fait une conclusion que je trouvais assez intéressante. Il disait nous avons mis 30 ans, alors là, je suis désolé, ça va plutôt s'adresser aux comptables de la salle, je crois qu'il y a à la fois des gens de la comptabilité et des gens de la RSE, mais bon, voilà. Il disait, nous avons mis 30 ans à passer d'une comptabilité fondée sur le passé, qui est la comptabilité en coût historique, la comptabilité française traditionnelle, à une comptabilité basée sur le présent. C'est la fair value, c'est la comptabilité en IFRS. Et d'ailleurs, il disait, nous sommes prisonniers de ce temps présent de la fair value qui nous empêche de penser à du temps long. Et là, on imagine tout de suite ce micro-trading, vous savez, avec des algorithmes qui vont regarder en fractions de secondes comment jouer sur les marchés boursiers. Donc là, vous êtes complètement prisonnier du présent. Les normes IFRS, c'est d'une certaine manière dit à un entrepreneur, non pas qu'est-ce que tu as fait par rapport aux capitaux qu'on t'a confiés, mais si je devais liquider demain ta boîte, tu en tirerais combien? C'est un peu ça la logique. Donc, on a mis 30 ans pour passer une comptabilité du présent. Eh bien, disait cette personne, je la cite, Amaury de la Bouillerie, il disait il faut faire vite en 3 ans pour mettre en place une comptabilité du futur qui garantisse l'habitabilité de la planète pour nos enfants. Et cette comptabilité du futur, c'est ça. C'est de dire que si je bousille l'environnement à grands pas et que je montre ça, on va dire stop. Donc, pour moi, la comptabilité en triple capital est d'une certaine manière une manière de réintégrer de la durabilité après un diktat du présent. Désolé si c'est peut-être pas facile pour les gens qui n'ont pas une notion vraiment de comptabilité, mais je trouvais moi je souscris beaucoup à ça. Je pense qu'il ne faut pas attendre que le reporting dicte aux entreprises quelle comptabilité ils doivent tenir. Donc là, c'est la CSRD qui nous arrive dessus par l'Europe, vous savez, hein, les grandes entreprises, puis les moyennes et tout. Il ne faut pas attendre d'être obligé de faire ça. Je crois que les expérimentations de comptabilité en triple capital avec les méthodes que vous avez sous les yeux dans cette slide sont à privilégier, à encourager pour fiabiliser des méthodes qui sont encore expérimentales, mais pour en améliorer la pertinence, il vaut mieux commencer sur le mode exemplarité que d'attendre le mode coercition. Ça, c'est vraiment une conviction très forte que j'ai. On fait un exercice amusant, on va parler, je crois, 2 minutes de la formation après. Dans la formation, on crée une grande diagonale dans la pièce de formation et on demande aux gens de se placer, on a une vingtaine de stagiaires à chaque fois, on leur dit, ceux qui pensent que seule la loi va faire changer les choses, vous mettez dans ce coin-là. Ceux qui pensent que seule l'exemplarité, il ne faut rien attendre de la loi, l'exemplarité des entrepreneurs, vous mettez dans ce coin-là. Et les autres, vous mettez au milieu, vous vous graduez en fait. Voilà, soit au milieu, soit un tiers, un quart et tout. Et après, on va évidemment demander à chacun de justifier en quelques phrases son positionnement. Eh ben, je peux vous dire que c'est passionnant d'entendre les gens vous dire qu'on a le travers du conservatisme et donc il faut un peu de bâton, que de dire qu'ils ont vu quelqu'un qui avait fait ça et que c'était extraordinaire, donc ils sont plus adeptes du mode exemplarité. Donc, moi, ma conviction, c'est qu'une comptabilité d'entreprise qui se développe telle que vous la voyez là et qui va aller à la rencontre de la finance de marché sera l'accélérateur et surtout le fiabilisateur de cette future comptabilité socio-environnementale. Alors, on entend parler du cycle de la responsabilité. Vous avez un peu conceptualisé. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement et en quoi Oui, la alors comptabilité et le nouveau modèle avec, comptable s'inscrit
Avec plaisir. Alors, c'est un cycle, ça, on n'a pas inventé grand-chose. On a pris ce mot de responsabilité qui est dans la RSE. Hein, et en fait, en faisant cette formation et en travaillant son fil rouge, en se demandant quelle histoire on racontait aux apprenants, c'est une formation qui dure 2 jours. Hein, et on s'est demandé, en jouant un peu, bien sûr, sur les mots, hein, de la comptabilité, de la responsabilité. En anglais, to be accountable for, il y a vraiment une notion de responsabilité très forte. Hein, et d'ailleurs, en français, on disait être comptable de. Ça voulait dire un peu être redevable il y a 2-3 siècles. Voilà. Alors, on a conçu ce déroulé de formation que je peux vous présenter maintenant rapidement. La première étape de cette formation, c'est de se rendre compte. Alors là, on secoue un petit peu les gens. La plupart des gens qui viennent nous voir, comme les gens qui sont ici dans ce webinaire, je pense qu'ils ont déjà une belle prise de conscience. Hein. Mais enfin, on montre quand même des choses on se dit, waouh, vous vous rendez compte, quoi. Hein. Donc, en fait, c'est réaliser les dangers du vivant. Là, c'est Dorothée qui nous explique ça. Il y a plusieurs intervenants qui vont nous montrer la déconnexion dont j'ai parlé au début, hein, avec les lumières et la déconnexion de l'économie. Voilà. Ensuite, on a prendre la mesure. Et bien là, je sors des mètres et puis je commence à prendre un peu des mesures. Hein. Donc, par exemple, on parle de carbone et de billets d'avion. Je comprends qu'un Paris-New York, c'est 1,7 tonne. Ah, 1,7 tonne, c'est énorme. Et c'est là qu'on va parler beaucoup de biodiversité. On a Antoine Vallier, qui est un expert de la biodiversité, qui a travaillé à la CDC longtemps, et qui nous parle de ça. Il y a des mesures sociales aussi dont on parle avec des cas pratiques. Et après, vient le moment difficile, si on avance d'un cran, eh bien, prendre en compte. C'est vraiment là le cœur de notre parcours de formation, c'est de dire qu'en prendre la mesure et prendre en compte, il y a une grosse différence. Prendre la mesure, c'est 1,7 tonne Paris-New York. Prendre en compte, c'est je suis à 8 tonnes. Si je vais à New York, ça me fait 9,7 tonnes. Eh bien, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas du tout pareil parce que prendre en compte, on a cette espèce d'addition interne, hein, cette responsabilité propre qu'on a avec ses comptes, sa compta. Et le fait d'intégrer ça dans la compta, ça nous rend responsables de ça. Ça nous fait rentrer dans ce système de redevabilité. Donc, se prendre en compte nous semble très important et on montre l'entrée en comptabilité. Après, le tenir compte est plus facile à expliquer. Il s'agit de mettre ça dans la durée. Hein, c'est lié à la tenue de la comptabilité. Donc, quelles sont les périodicités, comment est-ce qu'on tient cette comptabilité. Et après, on va naturellement vers le rendre compte. Et là, c'est une période importante qui consiste à parler à nos partenaires. On a parlé tout à l'heure de la shareholder economy avec Friedman. Il n'y a qu'un client, c'est l'actionnaire. Enfin, il n'y a qu'un un débiteur, c'est l'actionnaire. En fait, il y en a d'autres. Il y a les associations du coin. Si on travaille avec l'eau et qu'on prend de l'eau à 14 degrés, qu'on la rejette à 16 degrés, il faut qu'on explique ça à des gens. Hein. C'est quand même un devoir. Et donc, ce qu'on espère faire passer comme message à la fin de notre formation, c'est que les gens qui essayent de prendre la mesure et directement d'aller rendre compte, ils prennent un gros risque. Ils prennent un gros risque de prendre une mesure avec 1,7 tonne de carbone ou bien mes 10 produits les pires, j'ai réduit leur trace CO2 de 50%. Sur telle usine, j'ai fait un projet de biodiversité qui a restauré de la biodiversité sur un demi-hectare. Ou bien l'eau, la dépollution de l'eau, je l'ai baissé de 30%. C'est super tout ça. Évidemment, je ne veux pas m'inscrire contre ces projets-là. Seulement, vous prenez le risque qu'il y a un projet qui vous fasse un impact comme ça et qu'à côté, vous ayez un dommage comme ça. Et si quelqu'un vous chope, si quelqu'un s'en rend compte, on vous accuse de greenwashing, qui est évidemment la catastrophe, le spectre qui hante énormément la société, qui abîme beaucoup la qualité du dialogue social en ce moment. Je travaille en ce moment avec 5 étudiants de HEC pour faire un recensement des expérimentations, justement. Ils m'impressionnent par leur détermination à traquer le greenwashing comme des limiers. Hein. Et donc, si vous allez trop vite sur le rendre compte, sans être passé par le prendre en compte et le tenir compte, qui sont vraiment les étapes de la comptabilité, vous êtes en risque de ne pas être tellement sûr pour vous-même d'abord de ce que vous dites quand vous vous rendez compte et qu'ensuite on vous attaque dessus. Voilà, ce qui est normal. Hein. Loin de moi l'idée de dénigrer les gens qui attaquent des entreprises qui ne parlent pas des mêmes ordres de grandeur et qui font valoir des confettis alors qu'ils ont des mammouths de dégradation à côté. Et voilà, ça c'est normal de les attaquer. Voilà, donc c'est un petit peu ce cycle-là qu'on essaye de montrer. Et évidemment, le rendre compte permet aussi d'engager le dialogue avec les parties prenantes. Hein.
et permet de se rendre compte à nouveau, si vous voulez. Donc, c'est vraiment un cycle. Hein. C'est un cycle et une des grandes idées, ça sera peut-être mes mots de conclusion si on veut laisser du temps pour présenter la formation et surtout pour prendre des questions, c'est que le plus tôt des entreprises rentrent dans ce cycle-là et capturent dans un système comptable des prises de mesures qui sont leurs projets RSE, qui les intègrent dans un système comptable, le plus tôt ils seront capables d'absorber un choc, hein, parce que je vais vous dire, quand vous mettez ça en place, il y a des mauvaises nouvelles. Hein. Ça fait quand même voilà. Et la plupart des gens qui l'ont fait nous disent que c'était encore pire que ce qu'ils pensaient. Alors que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils étaient courageux, qu'ils avaient déjà une idée. Hein. Donc, vous avez, on va dire, un plomb, comme on dit en comptabilité, vous prenez un plomb, boum, et après, vous vous relevez. Eh ben, le plus tôt les gens rentrent dans ce cycle-là, le plus tôt ils justifieront une trajectoire d'amélioration. Je pense, je sais pas, le groupe Decathlon, me semble-t-il, a vraiment une trajectoire en ce moment d'économie de la fonctionnalité et qui sera, qui les légitimera dans leur chemin vers la viabilité et la durabilité. Voilà. Merci Florent. En fait, vous l'aurez compris de l'explication de Florent, le cycle de formation qu'on est heureux d'héberger au sein des enjeux et des hommes sur ces sujets de la comptabilité écologique amène les participants à parcourir ce cycle de la responsabilité, à prendre conscience et à prendre connaissance de ces pétales et de l'importance de les parcourir d'une façon successive. Mais est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur… voilà, c'est une formation de 2 jours sur… À qui s'ouvre cette formation et après, on revient pour ouvrir les questions, effectivement, qui sont… Avec plaisir. Hein. Donc, tu peux peut-être aller sur la slide des intervenants. Je ne sais pas si Dorothée, tu peux rajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai pu dire ou si tu veux… Non, il vaut mieux prendre le temps des questions, ce sera beaucoup mieux. Ouais, c'est ça. Il est déjà moins 20, alors on va aller très vite, hein, on va aller en 3-4 minutes pour répondre à ta question. Le public, Sylvie, c'est, on peut dire ça en format Verdun, face à face, des RSE et des financiers. J'aime pas, évidemment pas du tout ce format parce que ça mène à des incompréhensions. Et on le sent de plus en plus dans les auditoires. On en a déjà fait 3, hein, ces sessions de formation. Là, celle de juin sera la 4e. Eh bien, on a de plus en plus des gens qui sont financiers, mais qui ont des sacrés domaines de compétences et d'expertise en RSE et vice-versa. Des gens d'RSE qui vous disent plus « Ouh là là, la compta, ça me brûle les doigts, je ne peux pas y toucher et tout, je suis allergique ». Je dirais que les ponts se tissent et tant mieux, parce que de la qualité de ce dialogue dépend la qualité du rendre compte de la société, donc du directeur général face à ses parties prenantes. Il y a quand même, je pense, pas mal de directions générales qui sont stressées vis-à-vis de leurs actionnaires ou de leurs parties prenantes sur des projets RSE dont ils ne sont pas sûrs de la validation par la DAF. Et c'est une situation ambiguë et difficile. Donc, on a ces 2 populations-là qui coexistent. Et alors, évidemment, il y en a de temps en temps, c'est un peu dur pour eux quand on va un peu profondément dans la comptabilité, mais on estime qu'il ne faut pas avoir de formation comptable, il faut avoir les notions de base pour venir à cette formation. Et de même, il ne faut pas être un expert des bilans carbone pour venir à cette formation, parce que en fait, on va survoler un peu les outils et en montrer les avantages et inconvénients, mais ça ne sera pas, voilà, merci de nous mettre les objectifs et les modalités. On va pas… je parlais avec quelqu'un, il me disait, mais alors, je n'ai pas l'impression de maîtriser les méthodes. Mais j'ai dit, mais attendez, c'est des formations de plusieurs mois, hein, chacune des méthodes. Hein. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y en a une qui résonne sur le maintien en bon état des services écosystémiques, ça c'est plutôt clair. Il y en a une qui va vous dire, je reste dans le donut, c'est-à-dire la marge de manœuvre, sans crever les limites planétaires, ni percer les planchers sociaux, qui sont proches des ODD. Donc, je reste dans mon donut, en fait. Je ne suis pas dans l'excès. Je suis pas… ça, c'est Lift, par exemple. Voilà. Et Lift, c'est par exemple assez facile à expliquer à des opérationnels parce que vous allez dire à un patron d'usine, au début de l'année, je te donne un stock de carbone à l'actif, comme un stock de boulons. Et ce stock, je l'ai calculé sur le scénario 1.5 des accords de Paris en déclinant les limites planétaires dans notre secteur d'industrie. Quand tu as fini ton stock, si c'est le 20 juillet que tu arrives à ton stock de l'année, eh ben, tu génères de la dette. Et cette dette, je ne vais pas te lâcher avec. Hein. Je ne vais pas te lâcher. Donc, ton usine, il faudra qu'elle la rattrape après. Voyez. Donc, ça, c'est par exemple des schémas comptables qui sont dans une des méthodes et qui s'expliquent assez bien. Et ça favorise, on va dire, le déploiement et l'appropriation par les membres. On a quelqu'un d'Audencia qui vient nous raconter l'Orgachinia, on l'a voyé tout à l'heure, je pense, elle a mis ça en place chez Audencia, ça s'est très bien passé et c'est vraiment très intéressant de l'entendre. Voilà, on a une dizaine d'intervenants, on a des cas pratiques et
Voilà, il est moins le quart presque. Et moi, j'aimerais bien, je crois qu'il y a des questions qui ont été Ah oui, il posées, y a je vois le de chat. nombreuses questions. De nombreuses questions. Je laisse Aslan ou Dorothée faire un choix sur les plus pertinentes ou les plus importantes à régler. Elles le sont toutes, bien sûr. De toute façon, celles qui ne pourront pas trouver réponse aujourd'hui, il y aura des réponses juste après le webinaire. Mais Et allez-y. alors, je termine, moi, Sylvie, en te remerciant de votre accueil chez Enjeux et des Hommes, parce que vous avez une super salle rue du Louvre en plein Paris, et que c'est un vrai plaisir de donner cette formation chez vous et avec vous, en coopération avec les équipes qui connaissent très bien les métiers de la formation. Donc, c'est un vrai plaisir pour nous de développer ce partenariat avec vous. Et je pense qu'on aura Plaisir d'ailleurs partagé. d'autres modalités de partenariat. Alors, Aslan, est-ce que tu as des questions pour nous? Je ne sais pas si Aslan peut prendre la parole ou pas. Peut-être en attendant, je vais me permettre de prendre directement une question qui me semble très rejoindre celle sur les financiers, qui est celle de Nathalie Campion sur la notion de comparaison des entités. C'est extrêmement important parce qu'on est exactement dans le sujet de la taxonomie. Et on a peu évoqué les contraintes, mais que vous devez connaître, que vous devez voir venir tous là où vous êtes, les contraintes donc du reporting de durabilité de la CSRD d'un côté, et puis cette exigence dans le cadre du Green Deal de l'alignement des modèles d'affaires, des activités avec les contraintes environnementales et climatiques. Et ce que va permettre la CSRD, avec tous les 12 critères qui vont être précisés, qui sont déjà plus ou moins avancés, on commence toujours par le plus facile, le climat, puis après on passe aux pollutions, aux différentes dimensions à explorer sur l'environnement. Ce qui va être très clair, c'est que le financier va pouvoir choisir dans un gradient de performance environnementale, sociale et de gouvernance et économique aussi, hein, évidemment, donc sur les trois performances, en fait, va pouvoir choisir la mieux disante, celle qui va être la plus durable, en fait, finalement. Et ça va se voir. Et donc, la comptabilité, on n'a même pas besoin d'ailleurs d'aller jusqu'à la comptabilité pour avoir déjà ce résultat. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que le mouvement, le sens de l'histoire, c'est déjà d'avoir tout ce reporting qui s'appelait extra-financier, qui devient un reporting de soutenabilité, donc rendre des comptes sur la soutenabilité, plus exigence d'alignement avec la taxonomie. Vraiment, on va de manière naturelle vers un pilotage par la comptabilité, et le plus tôt l'entreprise intégrera les choses, le plus il donnera du sens à cet effort. Parce que sinon, nous, on a pu le voir plusieurs fois, vous avez des directeurs financiers qui disent bah, « moi, je vais juste être conforme et puis c'est tout ». Là, le sujet, c'est le dialogue interne dans l'entreprise pour donner du sens à ce changement, pour donner un horizon et pour que le dirigeant ne soit pas à subir en fait ces choses-là, ce qui serait absurde, mais qui prenne au contraire le taureau par les cornes, si je puis dire, pour que véritablement, en allant de près ou de loin vers une comptabilité intégrée, ils puissent être dans la logique même des législations, des réglementations européennes. Ça me semble très important de voir que c'est le sens de l'histoire. Ouais. Bah, c'est ça, j'ai peut-être pas dit beaucoup dans la fresque historique qu'on a présentée au début, mais moi je suis à peu près certain que l'économie qui a décollé, elle est en train d'atterrir et le reporting va nous y contraindre, en tout cas en Europe. C'est vraiment le sens de l'histoire, je pense, il en va de la viabilité. Alors je vois une question de Jeanne Mézy, j'ai mis un tout petit message dans le chat. Concrètement, comment peut-on faire? À qui peut-on faire appel pour mettre en place l'un des nouveaux modèles? Alors, ils sont plusieurs, ils n'ont pas toujours l'entente la plus cordiale entre eux. Nous, Tech for Life, nous sommes totalement agnostiques, comme d'ailleurs des Enjeux et des Hommes, je crois. Nous ne sommes pas rattachés, à une méthode en particulier. Donc, si vous venez à notre formation de 2 jours dont on a parlé à l'instant, vous aurez un panorama. Vous pourrez discuter avec des experts qui ont soit construit une des méthodes, soit appliqué
à des entrepreneurs qui l'ont appliqué. On a un cas unique en France, hein, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres, hein, c'est GRDF. Ils ont mis en place un projet de méthanisation avec la méthode CARE, qui est une des grosses méthodes dont on a parlé. Ensuite, au bout de 2 ans, pour diverses raisons, ils ont fait le même projet dans une autre méthode, qui est LIFT, sur du biogaz, vous voyez. Et donc, eux peuvent vous dire, d'une manière comparative sur un même périmètre, comment ont fonctionné l'une et l'autre méthode. Ça, c'est incroyable, hein. Bon, voilà. Donc, pour vous répondre, eh bien, venez en formation, vous aurez déjà un beau balayage. Et sinon, il faut que vous trouviez des gens qui ne sont pas uniquement, je ne vais pas dire enfermés, mais ça dépend, hein. Si vous pouvez googler et essayer de vous faire une idée. Est-ce que moi, c'est plutôt Lyft? Est-ce que c'est plutôt la compta universelle ou Goodwill qui m'attire? Et à ce moment-là, vous pouvez essayer de faire ça, mais je pense que la question n'est pas facile. Je vous conseille de trouver des gens agnostiques qui pourront vous aider là-dedans. J'aime beaucoup la question de Caroline Vollet. Où en sont les cabinets comptables sur le sujet? Alors, nous venons de terminer avec Tech for Life un diagnostic des besoins en formation aux mesures d'impact et en comptabilité socio-environnementale qui nous a été commandé par la Caisse des dépôts et l'Agence nationale de la recherche. Et ce diagnostic conclut, on va le publier d'ici un mois, il conclut à des besoins criants de formation, notamment sur les métiers de la comptabilité. On estime que les métiers d'experts comptables, par exemple, sont déjà un petit peu menacés par le digital, hein, où il y a quand même des automatisations qui se mettent en place, mais ils sont surtout menacés dans leur légitimité, dans leur rapport d'accompagnement aux clients qu'ils accompagnent justement. Eh bien, ils sont menacés par ce qu'on peut appeler du conseil RSE, c'est-à-dire que s'ils ne choisissent pas de se monter en gamme et de connaître un peu ces sujets dont parlent beaucoup des enjeux et les hommes dans leurs autres formations, qui sont les mesures d'impact, qui sont du déclaratif extra-financier, tout ça, s'ils restent restreints au périmètre uniquement comptable et financier, on a du souci à se faire et on passe des messages très forts là-dessus. Et donc, nous recommandons des programmes de formation puissants à ces disciplines dont nous venons de parler pendant une heure, en particulier pour les experts comptables. Alors, les commissaires aux comptes, la compagnie est assez engagée et a déjà réfléchi, on va dire, à des mesures de formation assez coercitives, puisque la signature est en jeu. On parle de centaines d'heures de formation, hein, sur plusieurs années, donc ça va se faire. Mais où en sont? Eh bien, moi, je dirais qu'ils auraient vraiment intérêt à se mobiliser sur ces questions. C'est notre opinion, parce que d'autres gens vont venir avec des systèmes de mesures, hein, environnementales, et si jamais les cabinets comptables ne sont pas capables d'intégrer tout ça, ils vont perdre la mesure de la performance, si vous voulez. Ils vont la perdre, parce que le financier pur, voilà. Alors, je regarde s'il y a d'autres... alors, la chef d'entreprise, la banquière, bah, écoutez, il y a donc Madame Caroline Vol aussi. Les banquiers, ils vont changer, c'est sûr, hein. Il y a des sujets qui sont tout simplement importants à considérer. Et donc, même s'ils ne sont pas financiers, hier, la personne de la MSA, elle m'a dit que, je suis désolé, c'est un sujet difficile, mais le sujet du suicide des agriculteurs, hein, c'est la première mutuelle des agriculteurs en France. C'est un énorme sujet, comme vous le connaissez. Eh bien, ils ont chiffré d'une certaine manière, et ils ont même eu des témoignages humains de gens qui ont montré tout le bienfait de ces mesures-là et de cette mise en lumière. Hein. Ce qui m'a vraiment marqué en écoutant cette personne pendant 1 heure et demie, c'est qu'elle a mis en lumière pour sa direction générale, pour ses banquiers, pour ses partenaires et pour ses clients, elle a mis en lumière des choses dont tout le monde parlait, c'était des sujets latents, si vous voulez, implicites, un peu confus, diffus. Eh bien, elle a choisi des méthodes, certes conventionnelles, certes imprécises, pas parfaites au début. Vous avez 10 fournisseurs dont vous avez les données, vous extrapolez sur 50 fournisseurs. Vous êtes obligé de faire ça au début. Mais après, les données vont se fiabiliser. Mais si on ne se jette jamais à l'eau, on ne va pas les fiabiliser. Donc, en fait, ils ont mis en lumière des sujets auxquels les banquiers, qui n'étaient pas forcément complètement sensibles au début, se sont laissés sensibiliser. Voilà comment je réponds
à cette Je dirais question. pour compléter effectivement sur la question de la banque, il y a des banques qui sont plus avancées, comme tu le disais, Florent, que d'autres sur le sujet. Voilà, Arkea, Crédit Mutuel, société à mission, a aussi, pour sa part, essayer de comptabiliser de façon un peu plus large que l'économie, ses propres impacts. Donc, a priori, on peut penser que leurs équipes sont sensibilisées à ces sujets et regarderaient dans votre entreprise autre chose que Ouais. juste le bilan comptable classique, on pourrait dire. Absolument, Sylvie. Et tu vois, on a fait intervenir Hélène Ndiaye de la Maïf à notre ACR, à notre forum de discussion et de réflexion. Et elle nous a dit quelque chose d'extraordinaire. Ah non, c'est pas elle qui nous avait dit, c'est un article qui m'avait mentionné ça, de la Maïf. Ils ont fait une campagne en regardant quand il y avait des contrats d'assurance familiaux. En fait, ils ont regardé les gens qui étaient majeurs depuis, moi j'ai des enfants qui ont 21, 22 ans, voilà, et ils ont fait une campagne d'appel des clients en disant: est-ce que vous avez toujours besoin d'assurer votre fils de 22 ans? Voilà. Et bien évidemment, il y a des tas de gens qui disent: ah, mais non, il y a toujours une assurance, mais je n'ai pas besoin. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la sobriété. Et ben, cette campagne a eu un taux de satisfaction exceptionnel et les gens ont, je dirais, réinvesti ce qu'ils gagnaient dans des produits qui correspondaient plus à des vrais besoins de couverture de risque qu'ils avaient, si vous voulez. Donc, vous voyez ce que je disais tout au début, c'est-à-dire que la comptabilité facilitateur de sobriété peut également assainir d'une certaine manière le niveau de service qu'on peut donner. Et ça, il y a des banquiers, des assureurs qui sont déjà un peu dans cette logique-là, assainir le niveau de service pour sortir d'une logique extractiviste où on va se gaver sur les profits. Il y a beaucoup de gens, madame, je peux vous assurer, on en croise beaucoup dans notre travail qui sortent de cette perspective-là. Voilà. La discussion. Oui, il y avait une autre question sur est-ce que les méthodes font déjà partie, enfin, ces approches font déjà partie des parcours de formation des jeunes étudiants en finance et en comptabilité? Oui, excellente question de Karine Delafaille. Alors, très peu. C'est vraiment très peu. HEC, je parlais tout à l'heure, je travaille avec 5 étudiants et il y en a deux qui suivent un électif qui est dispensé par Hervé Bégaud, dont a parlé Dorothée tout à l'heure, qui est très proche de la méthodologie CARE et qui a un cabinet qui s'appelle Hendrix et qui a monté un électif à HEC. Mais globalement, HEC, pour parler de celle-là, ils sont quand même assez immobilistes, même s'ils ont ouvert ça, parce que c'est Louis Fidel qui nous expliquait ça, hein, c'est un peu un des bifurqueurs de HEC, il nous expliquait que les profs sont rémunérés sur des articles académiques très prestigieux, mais pas du tout sur la transformation de leur programme, pas du tout. Et donc, il disait qu'il y avait quand même un immobilisme tout à fait regrettable. Alors, nous sommes en train de former un consortium pour construire un dispositif de formation. Et je peux vous dire, j'ai eu ce matin un mail très enthousiaste de l'EM Lyon qui nous dit: je veux construire des cours comme ci, comme ci, comme ça. L'ESCP est également tout à fait partant dans notre consortium. On a l'Université de Nantes, l'Université de Bordeaux. Et donc, je peux vous dire que les gens y pensent. Mais est-ce que les formations sont déjà là? Pas tout à fait assez. Et il y a quand même des formations malheureusement un petit peu rigides. C'est les formations diplôme d'État, hein, donc l'expertise comptable, FCG. C'est des formations dans lesquelles les programmes sont déjà surbookés et on a très peu de facilité, de marge de manœuvre pour intégrer des choses nouvelles. En fait, il faudrait sortir des choses et c'est un petit peu, pas sclérosé, mais difficile à faire évoluer. Donc, on utilise plutôt des équivalences, des gens qui rentrent directement en troisième année pour mettre dans leur parcours d'équivalence des nouveaux modules, si vous voulez, voyez. Alors, il y avait Ça une bouge question. doucement, je vais dire. Ça bouge doucement. Par contre, il y a des gens qui veulent vraiment bouger. Voilà comment je répondrai en quelques mots. Il y avait une question de Laurent Bétry sur des méthodes particulièrement applicables à la comptabilité publique et aux établissements publics. Dorothée a commencé à répondre, effectivement. Est-ce que peut-être tu pourrais en dire un peu plus, Dorothée, sur ces modèles plus adaptés aux acteurs publics que d'autres, en tout cas plus essayés ou plus expérimentés? C'est un défi considérable, hein. Là, on est encore plus dans la prospective. J'étais en train justement de compléter ma réponse, en évoquant, nos efforts avec France Ville Durable pour, établir ce qui nous sera très utile à terme, la possibilité, d'arbitrer, les usages de l'eau, par une comptabilité, multi-acteurs, qui permettrait donc de faire une gestion équitable, de la ressource. Évidemment qu'on va avoir d'énormes, difficultés
à arbitrer des situations, bon, je ne vais pas les détailler, mais il y a des situations assez tendues pour certaines métropoles où l'arrivée d'un gros opérateur demandeur de ressources en eau importantes peut hypothéquer, mettre en risque l'approvisionnement vital en eau des habitants. C'est des choses très réelles. Et l'année dernière, on a vraiment frôlé la catastrophe, à Nantes notamment d'ailleurs, hein. Et donc la comptabilité, écosystème centré, en l'occurrence centré sur la ressource en eau, on a les outils. Il y a même eu une thèse à AgroParisTech par Clément Surin, qui a été soutenue il y a un mois. Donc c'est tout à fait faisable. Les acteurs des agences de l'eau sont très demandeurs, ont tout à fait compris la pertinence de la démarche. Les métropoles ont plus de difficultés parce qu'ils pallient au plus pressé et ils ne sont pas forcément tout à fait enclins à installer les moyens un peu complexe, hein, de quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas bien, hein. C'est ça la difficulté. Mais c'est incontournable. Mm, mm. Bien, il est maintenant pile 15 heures. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser des questions pour ceux qui en ont encore, qui demandent encore réponse. En tout cas, vous l'aurez compris, cette formation, elle est incontournable pour voilà, rentrer dans toute la sensibilisation et l'importance de mettre en place de nouvelles mesures comptables. Elle permet de faire un état des lieux de là où en sont les différentes expérimentations avec des retours d'expérience très concrets. Mais vous ne sortirez pas en 2 jours avec totalement équipé et prêt à refondre le modèle comptable de votre entreprise. Vous l'aurez compris, hein, effectivement, à Audencia, ça demande 1 an de formation. Donc, par contre, c'est une étape qui nous semble, nous, hein, de notre regard des enjeux et des hommes, extrêmement importante avant de s'engager justement dans l'un ou l'autre des modèles, à bien en comprendre les tenants et les aboutissants et à identifier ce qui sera le plus adapté à ce que vous êtes capable de monitorer à un instant T, enfin en tout cas aujourd'hui et dans un futur proche. Voilà, il me reste à remercier vraiment profondément et Dorothée et Florent de faire avancer ce qui nous semble voilà, un outil incontournable de la transition. On sait qu'il n'est pas encore totalement mis en opérationnalité, mais le fait de pouvoir sensibiliser et avoir l'occasion de présenter ces sujets auprès de vous aujourd'hui, voilà, nous tenait fortement à cœur. Donc, on remercie encore Dorothée et Florent et pour leur présence aujourd'hui et pour ce qu'ils font depuis la création de Tech for Life et pour le futur. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup, Sylvie. Merci, Hélène, aussi. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.